Pour ceux qui atterrissent sur cette vidéo un petit peu par curiosité, vous êtes au bon endroit. Mais je tiens quand même à vous avertir tout de suite. Les relations entre la France et les États-Unis vont bien, nous ne sommes pas à deux doigts d'une guerre. Et c'est à ce moment que je vous vois sûrement derrière votre écran en train de se dire « Mais c'est quoi ce titre putaclic? C'est une vidéo bullshit ?» Attendez, restez là, on va en discuter. Sur le plan diplomatique, les États-Unis ont toujours présenté la France comme leur plus vieil allié. Concrètement, c'est pas faux, mais c'est plus symbolique et mignon qu'autre chose. Je vous garantis qu'il y a même des moments où c'était carrément tendax. Si vous voulez, moi j'aime bien métaphoriser la relation entre les États-Unis et la France comme celle d'un petit frère et sa grande sœur. Vous inquiétez pas, vous allez rapidement comprendre où je veux en venir. Au moment de la guerre d'indépendance américaine vis-à-vis de l'Angleterre, la France leur a apporté un soutien militaire non négligeable, ce qui a optionnellement pesé sur l'issue du conflit que l'on connaît aujourd'hui. Ok, même beaucoup à vrai dire. On y a même carrément mis les moyens. Si la France de Louis XVI est intervenue aux États-Unis, c'est pour une chose en particulier. Laver l'affront de la guerre de 30 ans et surtout faire chier les Anglais. On est d'accord. Ça vaut vraiment tout l'or du monde. Mais financer une guerre à l'autre bout du monde, tout ça pour faire chier les Anglais, bah ça coûte de la maille. Tellement de maille que la France s'est même retrouvée dans une situation financière plus ou moins catastrophique. 3 fois rien, hein. Ça a déclenché une révolution. Parce que n'allez pas imaginer que c'est les brioches de Marie-Antoinette qui ont creusé le trou de la sécu, hein. Donc la Révolution française, on connaît, hein. Le peuple se soulève, rédige la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulage le roi et la reine de leur trombine, et décrète la liberté et l'égalité entre tous les hommes. Sauf que même après avoir zigouillé le roi et la reine, le pognon il pousse toujours pas avec les courgettes, hein. Les caisses sont toujours vides. Donc tout ce beau monde petit calmé, on commence à chercher où le pognon est passé. C'est donc avec plein d'assurance et avec notre plus beau sourire de français qu'on va frapper à la porte des États-Unis. Bah quoi? On leur a financé une guerre, ils peuvent bien nous rendre le pognon, non? Sauf qu'à cette époque, les Américains, ce sont pas encore les rois du pétrole. En revanche, ils sont déjà bien américains, hein, ça y a aucun doute. Et ils nous reprochent d'avoir décrété l'égalité entre les hommes, faisant ainsi pousser des petites idées révolutionnaires à leurs propres esclaves, impactant indirectement leur économie. Et la dette ayant été contractée avec le roi Louis XVI, celui-ci n'étant plus de ce monde, la dette est donc caduque. Vous les voyez déjà venir 300 ans avant, les vicelards? Alors attendez, hein. Cerise sur le gâteau, le gouvernement Washington s'est rapproché de l'Angleterre. Ah bah oui, business is business, hein. Sauf que nous, c'était déjà pas folichon avec les Anglais, mais avec la Révolution en plus derrière et le fait qu'on ait coupé la tête à un roi, on n'est toujours pas prêt de bouffer l'apéro saucisson avec eux. Donc l'alliance entre les États-Unis et l'Angleterre, alliance commerciale je tiens à préciser, hein, on va un petit peu mal le vivre, carrément mal même. Et c'est ainsi que le long des côtes américaines, des incidents vont éclater entre les corsaires français et des navires anglais transportant des marchandises américaines. Vous voyez venir un petit peu l'embrouille. La France part du principe que si les États-Unis ne sont pas capables de nous rembourser le pognon, ils n'en gagneront pas. Du moins pas avec l'Angleterre. Débute alors entre les États-Unis et la France un mini-conflit que l'on va appeler la quasi-guerre. Ouais, moi je suis d'accord, ça veut un petit peu rien dire, mais bon. Il s'agit donc d'une période d'affrontement naval entre les deux nations, sans pour autant qu'elle se soit déclarée la guerre. On est vraiment dans le jeu de celui qui emmerdera le plus l'autre. Et cela va durer approximativement 2 ans. De 1798 à 1800, où au bout d'un moment, les deux se sont dit « bon, ça sert strictement à rien, ce à quoi on est en train de jouer ». On va donc signer un traité de non-agression. Cette quasi-guerre va donc prendre fin avec la signature du traité de Mortefontaine, avec comme plénipotentiaire côté français, Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon optionnellement. Les relations vont s'améliorer par la suite, hein. On va même leur vendre la Louisiane, ce qui va nous rapporter un petit paquet de pognon. Alors, juste pour info, j'ai découvert cet épisode de la quasi-guerre en préparant justement cette vidéo, et je pense que ça pourrait faire le sujet d'une vidéo sympa, vraiment consacrée à cet épisode de l'histoire avec les États-Unis, et n'hésitez absolument pas à me dire aux commentaires si vous êtes intéressé que je traite ce sujet. En tout cas, moi ça m'intéresserait vraiment, et je pense que je vais creuser un petit peu. En tout cas, tout le monde est content, la France a récupéré de l'argent et les États-Unis le monopole de son territoire. Il s'agit donc là d'un premier exemple où les États-Unis et la France ont bel et bien failli se foutre sur la gueule. Oui, il s'agit bien de la première fois parce qu'il y en a eu une deuxième. Et on va s'attarder un petit peu plus sur celle-ci. Faisons d'ailleurs une petite ellipse. Napoléon Ier domine l'Europe, se fait battre, la monarchie est réinstaurée en France avant de nouveau se faire renverser. On arrive donc en 1848 où on croise un autre Bonaparte. Cette fois c'est le neveu, Charles-Louis Napoléon, qui est élu optionnellement premier président de la République française. Son mandat va durer à peu près 4 ans. Voilà. Sauf que son règne va durer un petit peu plus longtemps. À coup de quelques petites fourberies militaro-politiques, le voilà propulsé au rang de second empereur des Français en tant que Napoléon III.
Oui, alors, je tiens à préciser, hein, j'aime bien l'oncle, mais le neveu, je suis un petit peu moins fan. Opportuniste. Il n'empêche que le premier bilan de son règne est plutôt bon. La France est de retour sur le devant de la scène internationale et son industrie connaît une essor faramineuse. Et tout cela parce qu'elle est calquée sur le modèle anglais. Vous voyez, presque 100 ans après, on a fini par s'entendre. Les ennemis d'hier sont désormais les alliés d'aujourd'hui, un petit succès militaire face à la Russie en Crimée, un empire colonial qui s'étend, tout réussi à Moustache d'Enfer. Sauf que Moustache d'Enfer, non, il lui en faut plus. Il faut surtout des opportunités. La position de la France est donc propice aux nouvelles ambitions. Et vers qui on se tourne? Eh ben les copains américains, bien sûr. Alors attention, hein. Il ne s'agit certainement pas d'entrer en conflit direct avec les États-Unis. Ne sous-estimez pas l'opportuniste. Faisons un tour du côté des Amériques. Depuis leur indépendance vis-à-vis des Espagnols, les Mexicains ont un petit peu pris leur aise sur les territoires sud des États-Unis. Vous voyez bien que la psychose américaine à propos d'une éventuelle invasion mexicaine, elle date pas d'hier. Hein. Bon, la situation politique entre le Mexique et les États-Unis est un petit peu complexe. Hein. On en reviendra peut-être aussi dans une autre vidéo. En 1846, une guerre éclate entre le Mexique et les États-Unis. Et ce sont ces derniers qui finissent par l'emporter. Et le Mexique vient donc à perdre 2/3 de son territoire, soit 1 300 000 km². Ouais, ça pique un peu sous les aisselles. Et c'est un peu un énième coup dur pour le Mexique, hein, parce que depuis son indépendance, c'est pas folichon. Instabilité politique, financière, militaire, sans parler de la corruption, hein, mais ça c'est toujours d'actualité. C'est tellement le bordel qu'en 1861, le nouveau président démocratiquement élu Benito Juárez suspend toutes les dettes que le pays avait contractées avec les puissances européennes. Vous imaginez Napoléon III quand il apprend ça? Ah, c'est banco. Juárez lui sert sur un plateau l'occasion d'embarquer des copains, se rendre au Mexique et réclamer les sous. Et au passage, y installer un régime sous protectorat français pour conforter ses intérêts et surtout freiner l'expansion des États-Unis. Et hasard, grand coup du sort, les États-Unis sont en pleine guerre de sécession. Un opportuniste, Moustache. Napoléon III convainc donc le Royaume-Uni et l'Espagne d'aller chercher la thune au Mexique. Et c'est ce qui se passe fin 1861. Les Français y envoient un détachement de 2500 hommes, un peu plus de 700 Britanniques et 6000 Espagnols. D'autres renforts viendront par la suite pour gonfler cette petite manœuvre d'intimidation. Ah oui, j'ajoute aussi que parmi le corps expéditionnaire, on pouvait compter 2 légions belges qui sont venues prêter main-forte aux Français. Vous êtes nos gars sûrs, les gars. Et tout ce petit beau monde stationne à Veracruz, petite ville portuaire charmante en attendant la réponse du Mexique. Malheureusement et heureusement pour Napoléon III, c'est ce qui finit par arriver. Les Mexicains et les Européens trouvent un accord pour apurer la dette et rentrent gentiment à la maison. Ah non, visiblement pas tout le monde. Bah oui, vous l'avez venir, Napoléon III la dette... il sent Gérard Depardieu. C'est pas forcément pour récupérer les sous que Napoléon III est venu au Mexique, mais bel et bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, y instaurer un gouvernement favorable. En la personne de Maximilien d'Autriche qui se retrouve sans trône et qui en cherche désespérément un. C'est donc enfin seul, sans allié pour les gêner, que le 27 avril 1862, les Français se mettent à marcher vers Mexico. Sauf que la marche, on l'a amorcé un petit peu la fleur au fusil. Napoléon III pensait que la population mexicaine soutiendrait cette initiative, celle-ci désirant éventuellement un retour à la monarchie qui pourrait réinstaurer l'ordre dans le pays qui est au bord du gouffre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va avoir une sacrée surprise. Devant la ville de Puebla sur la route de Mexico, 4000 Mexicains retranchés dans la ville voient arriver 7000 Français, 10 canons et potentiellement peu de munitions. Bon, ça ils le savent pas, hein, mais ils vont vite s'en rendre compte et ils vont surtout en profiter. Après un premier assaut, les Français vont perdre à peu près 462 hommes. C'est pas dramatique, mais ça suffit pour nous faire demi-tour. Les Français se replient donc vers la ville d'Orizaba plus au sud pour y attendre des renforts. C'est plus prudent. Sauf que les Mexicains, ils comptaient pas trop attendre l'hiver, hein. Ils se mettent donc à la poursuite des Français, sauf que ça ne va pas durer longtemps. Ils assiègent donc la ville et attendent gentiment le moment propice pour mener un premier assaut. Sauf que dans la nuit du 13 au 14 juin, le capitaine Paul-Alexandre Détrit tente une sortie audacieuse avec 150 hommes dans le but de se rapprocher des positions surélevées mexicaines et de les attaquer dans l'obscurité. Quand les Mexicains se rendent compte que les Français sont juste devant eux, ils se prennent une véritable branlée parce que ces derniers chargent à la baïonnette. Et c'est donc à coups de baïonnette que 150 Français vont mettre une raclée monumentale aux Mexicains qui, logiquement, battent en retraite. Bon, il y a une explication, hein. Avec l'obscurité, ils n'ont pas remarqué qu'en face, ils étaient que 150. Les Mexicains pensaient que les Français étaient bien plus. Il n'empêche que c'est un magnifique fait d'armes. Les Français, qui étaient 150 à l'assaut, perdent au total 6 hommes, alors que les Mexicains, qui étaient plus de 2000, en perdent 250. Ouais, ça pique, hein. Napoléon III, qui a enfin été mis au courant de cette première déconvenue, a décidé d'envoyer 26 000 hommes en renfort au corps expéditionnaire.
Ouais, au bout d'un moment, il y en a marre des demi-mesures. Donc, les renforts arrivés et la logistique un petit peu plus optimisée, les Français se remettent en marche vers Puebla. Sauf qu'on a beau faire ce qu'on veut, le Mexique, c'est pas le territoire le plus accueillant pour les Français. Le climat, le terrain accidenté, la guérilla qui est menée contre les Français, tout cela ne favorise pas vraiment la progression du corps expéditionnaire. Au contraire, c'est un véritable calvaire logistique. Et c'est alors que l'état-major a eu une idée. Il s'agit d'affecter quelques garnisons aux alentours des routes d'approvisionnement pour les sécuriser. Et c'est là que je vais vous parler d'un des faits d'armes les plus dingues de l'histoire militaire française. Je pense qu'un bon nombre d'entre vous en ont déjà entendu parler, il s'agit bien de la bataille de Cameron. Parmi les troupes qui étaient affectées à la surveillance des voies d'approvisionnement, le capitaine d'Anjou de la 3e compagnie de la Légion étrangère est à la tête de 62 hommes. Il repère au loin 1200 Mexicains qui s'apprêtent à venir nous chatouiller les aisselles. Les légionnaires de la 3e compagnie, qui étaient quand même beaucoup moins nombreux que les Mexicains, décident de se retrancher dans le village de Cameron et d'attirer les fantassins par là. Déjà là, réfléchissez 2 secondes. Les 62 gars, au lieu d'aller prévenir les copains que le danger arrive, ils se foutent sur un endroit, ils dépilent les chaises de camping et attendent que les 1200 sombreros viennent chez eux pour jouer à qui attrape le plus de plomb. Attendez la suite. Les Mexicains commencent par envoyer à 2 reprises leur cavalerie qui vient s'écraser sur le carré des légionnaires. Bon, petit coup de bol, hein. Sauf que non. Les légionnaires se retranchent dans une position beaucoup plus facile à défendre, sauf que la mule qui transporte les munitions, elle se barre. Comme cela ne tienne, hein, la mule avec les munitions s'est barrée. Ça ne les empêche pas de se retrancher dans une baraque et de distribuer des mauvais points à tous les Mexicains qui essayent de s'en approcher. Même sans munitions, hein, les mecs ce sont des démons. Les Mexicains envoient un émissaire aux légionnaires pour leur sommer de se rendre, sauf qu'il aurait renvoyé un coup de pied au cul. À la mi-journée, le capitaine d'Anjou est finalement abattu. Mais toujours pas question de se rendre. À 17 h, il ne reste plus que 12 légionnaires enfermés dans une pièce. Le combat dure depuis 9 heures d'affilée. Ils n'ont plus de munitions. Ils sont assoiffés, ils ont chaud, et pour ne rien arranger, les Mexicains foutent le feu autour pour tenter de les asphyxier. Et les mecs ils bougent toujours pas. Pire que ça, réduit à 5, ils chargent encore à la baïonnette, c'est con. Et cette fois c'en est vraiment trop. Le capitaine mexicain Milan leur somme de se rendre leur disant que tout cela ne servait plus à rien et n'avait plus aucun sens. Le caporal Maine de la Légion étrangère finit par accepter sous une condition, que les Mexicains prennent en charge les blessés de la Légion et les soignent. Condition à laquelle le colonel Milan leur répond « On ne refuse rien à des gens comme vous ». Les légionnaires sortent donc de leur maison sous une haie d'honneur mexicaine pour leur bravoure. Pour le bilan, la Légion déplore une 40aine de morts, alors que côté mexicain, on est à 190 morts et 300 blessés. Et optionnellement, le convoi d'approvisionnement que les légionnaires étaient chargés de protéger a pu passer sereinement. Donc mission accomplie malgré cette victoire militaire mexicaine. Bon. On referme la page Cameron et on passe à la suite. On retourne auprès du gros de l'armée française qui, début mars 1863, arrive pour une seconde fois devant Puebla. Le général Forêt assiège la ville dans laquelle est retranché plus de 20 000 Mexicains. Tant bien que mal, les troupes françaises parviennent à pénétrer dans la ville et s'engagent ainsi de combats urbains meurtriers. Déjà à l'époque, les combats urbains c'était des véritables boucheries. Quant au général Bazaine, qui dirige les troupes en dehors de la ville, il parvient à intercepter les renforts mexicains et les renvoyer un coup de pied au cul vers Mexico. La route vers la capitale mexicaine est donc ouverte, le président Benito Juárez fuit vers le nord du pays pour se réfugier à El Paso. Le 10 juin, les Français arrivent donc à Mexico et Napoléon III charge le général Forêt de mettre en place un gouvernement provisoire favorable à l'Empire et aux intérêts de la France. Tout cela en attendant bien sûr l'intronisation de Maximilien d'Autriche qui tarde un petit peu à prendre sa décision. Et c'est là justement que les choses commencent un petit peu à coincer. L'empereur Maximilien d'Autriche n'est pas trop chaud de prendre le trône du Mexique. En plus de cela, la junte choisie par le général français pour diriger le Mexique en attendant l'intronisation ne rend pas les Mexicains fous de joie. Il s'agit notamment de vieux conservateurs mexicains favorables à la réinstauration de la monarchie et à l'ingérence européenne. En attendant donc l'arrivée de Max le Barbu, le général Bazaine entreprend une conquête totale du Mexique. C'est un véritable jeu du chat et de la souris qui s'engage donc entre les forces mexicaines et les forces françaises. Les affrontements directs se font rares et il devient très compliqué de maintenir l'autorité impériale dans tout le pays. Le général Bazaine y parvient tant bien que mal, mais l'expédition du Mexique commence à se transformer en véritable bourbier dans lequel il est de plus en plus difficile d'être accepté par la population mexicaine. D'autant que dès le départ, c'était pas gagné. L'empereur Maximilien, désormais empereur du Mexique, prend des décisions catastrophiques, faute des fois d'en prendre tout simplement. Toute cette belle expédition commence sérieusement à sentir le gasoil, d'autant qu'on est en 1865. Et en 1865, si vous vous souvenez bien, c'est la victoire de l'Union sur la Confédération. La guerre de sécession prend fin et les États-Unis se tournent donc vers le Mexique. Ils découvrent plus ou moins le grand foutoir en bande organisée mené par les Français et en déduisent que c'est pas très James Monroe friendly.
La doctrine James Monroe, du nom du 5e président des États-Unis, est une politique étrangère visant à se débarrasser de toute ingérence européenne sur le territoire américain. Au cas où vous venez de débarquer, c'est exactement ce que Napoléon III est en train de faire au Mexique depuis quelques années. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le président Andrew Johnson amasse des troupes le long de la frontière mexicaine, pour gentiment montrer à Napoléon III qu'il a intérêt à foutre le camp. Sauf que Napoléon III, il a pas trop envie. Il y tient à son expédition foireuse, à tel point que le 4 janvier 1866, les Américains et les Français vont directement entrer en contact dans la petite ville de Bagdad. Sans jeu de mots. La pression monte, et finit par redescendre quand Napoléon III a enfin compris qu'il n'était absolument pas dans son intérêt d'entrer directement en conflit avec les États-Unis. D'autant qu'en Europe, la situation commence sérieusement à dégénérer, la Prusse ayant pour ambition de devenir l'Empire d'Allemagne. C'est la merde que ça a donné ensuite. C'est ainsi donc que pour la seconde fois, on est passé à ça d'une guerre avec les États-Unis. Alors, cette expédition mexicaine, je l'ai vraiment condensée, afin que vous puissiez comprendre l'essentiel. Précise au cas où, parce que je les vois d'ici, les Jean-Michel L3 Sciences Humaines. Pour ceux qui aimeraient vraiment creuser le sujet, je vous recommande le livre La guerre du Mexique, le mirage américain de Napoléon III, paru en 2008 par Alain Gutmann, historien spécialiste du Second Empire. Il est vraiment bien écrit et super abordable. Fort heureusement, le long de notre histoire avec les États-Unis, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de moment aussi tendax. Mais ça nous montre une chose. Même si on nous bassine depuis des années avec la mondialisation, l'amitié entre les peuples et j'en passe, dès que les intérêts de l'un ou de l'autre entrent en jeu, tout le monde a intérêt à se caresser la nouille dans le sens du poil. D'autant plus dans une relation si particulière que celle de la France et des États-Unis. Entre 1958 et 1969, à coup de manœuvres politiques audacieuses, le général de Gaulle marque la volonté de la France d'assurer son indépendance vis-à-vis des États-Unis, l'une des deux plus grandes puissances mondiales avec l'URSS. Il se désolidarise de la politique globale de l'OTAN et lance le programme nucléaire français afin que nous puissions nous-mêmes nous défendre en cas de menace directe. Bien plus tard, en 2003, c'est Jacques Chirac qui dira non aux USA lancés dans une seconde croisade en Irak. Les Américains nous le reprocheront d'ailleurs pendant très longtemps en nous qualifiant de lâches froussards, nous, leur plus vieil allié. Voilà donc pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que je ne suis pas payé pour ce que je fais, je crée ce contenu pour le plaisir de créer. Donc si vous pouvez soutenir mon travail par un petit pouce bleu ou par un abonnement à la chaîne, ça sera jamais de refus et ça fait toujours chaud au cœur. J'espère pouvoir rapidement faire d'autres vidéos, si j'en trouve le temps, ce sera avec plaisir. Je vais même essayer d'en faire plusieurs sur des sujets qui vous intéressent, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à me les mettre en commentaire ou à m'écrire directement. Sur ce, je vous dis au revoir. A plus.